Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition pendant une heure à partir de 18h30, le grand digest de l'information économique, financière et boursière. Avec ce soir à la une, un coup de mou sur les marchés, coup de mou en cours sur les marchés américains. On a des baisses de plus de 1% sur les grands indices et même une baisse de 2,5% en ce moment sur le Nasdaq américain. On a vu une clôture en baisse également pour les marchés européens. Une séance un peu volatile, les indices de volatilité remontent d'ailleurs, le VIX est revenu au niveau de 20, 21 sur cette séance. Comment expliquer cette situation ? Déjà les marchés ont beaucoup monté, c'est déjà un premier point, avec beaucoup de bonnes nouvelles peut-être qui sont intégrées. On reparlera aussi du phénomène d'accélération aux États-Unis qui est peut-être en train de s'évanouir un peu, de s'amoindrir. En tout cas, est-ce que le pic de la croissance américaine est déjà passé ? Est-ce que le marché anticipe désormais une normalisation de la croissance américaine ? C'est un sujet important pour les investisseurs, toujours très sensibles à cette dérivée seconde. Et puis parmi les petites nouvelles qui ont pu faire bouger les marchés aujourd'hui, on notera que le marché américain semble avoir réagi à la nouvelle d'un avion militaire chinois qui a survolé visiblement l'espace aérien de Taïwan. Au moment où la nouvelle est tombée sur les agences de presse, on a vu effectivement une petite baisse du marché qui s'est entretenue avec quand même des phénomènes et des mécanismes de refuge à travers le marché obligataire américain, puisqu'on voit les taux longs américains qui se détendent. On est revenu sous 1,60% pour le 10 ans américain, alors même que Janet Yellen, la secrétaire au Trésor aux États-Unis, estime qu'il faudra peut-être, au regard de la masse de dépenses gouvernementales qui vont être injectées dans l'économie, il faudra peut-être qu'à un moment, les taux d'intérêt remontent légèrement. C'est la petite phrase de Janet Yellen aujourd'hui qui est reprise également par les participants de marché. Sur le front des marchés européens, donc séance de baisse, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On peut noter quand même parmi les publications du jour l'excellente performance opérationnelle de Trigano. Souvenez-vous, le camping-car qui a été identifié pendant la crise sanitaire comme une bulle sanitaire mobile. Les ventes de camping-cars ont explosé ces derniers mois et ces derniers trimestres et les résultats semestriels de Trigano qui publie en exercice décalé montrent une profitabilité record sur le premier semestre. Le titre s'est envolé aujourd'hui parmi les valeurs moyennes à Paris. On parlera de ces sujets de marché avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, le quart d'heure thématique, marché à thème qui sera consacré ce soir au thème de la Smart City. On en parlera avec un gérant spécialiste des questions immobilières, Laurent Saint-Aubin de Sofidy, qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Tendance, mon ami, chaque soir, c'est le résumé complet de la séance après clôture en Europe. Les infos clés du jour sur les marchés avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40, malgré un début de séance dans le vert. L'indice parisien a vu sa tendance s'inverser en milieu de journée avant de tenter un rebond sans succès à l'ouverture des marchés américains et pour finalement clôturer en recul de 0,89% à 6251 points. Les indices américains qui évoluent dans le rouge également de leur côté depuis l'ouverture de Wall Street, avec notamment un Nasdaq qui perd plus de 2% actuellement. Un recul que plusieurs observateurs attribuent autant à des prises de bénéfices avant l'ouverture aujourd'hui qu'à une tendance de rotation sectorielle à la faveur de la réouverture des économies occidentales et de l'accélération de la stratégie de vaccination. Sur ce volet, justement, Pfizer a annoncé qu'il s'attend à vendre pour 26 milliards de dollars du vaccin anti-Covid développé conjointement avec BioNTech contre 15 milliards de dollars initialement anticipés, après avoir également fait part d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice net en forte progression au premier semestre. Le géant pharmaceutique génère en effet, par exemple, un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dollars sur le trimestre. Mais cette tendance traduit également le fait que malgré des publications trimestrielles dans l'ensemble solides, les valorisations des entreprises en question semblent être déjà dans les cours. On note tout de même qu'environ 60% des entreprises du S&P 500 ont actuellement publié leurs résultats trimestriels et qu'en moyenne, le bénéfice par action de ces sociétés progresse de 40%. Du côté des statistiques à présent, on note aux États-Unis toujours que le déficit commercial se creuse pour atteindre un record à 74,4 milliards de dollars au mois de mars. Un niveau expliqué notamment par le fait que
l'accélération de la demande aux États-Unis a particulièrement dopé les importations dans le pays. Et côté statistique toujours, mais en Europe cette fois-ci, on note que l'indice PMI dans le secteur manufacturier au Royaume-Uni continue sa progression et passe de 58,9 points au mois de mars à 60,9 points au mois d'avril, signant ainsi la plus forte croissance de l'indice depuis 1994. Et du côté des valeurs à suivre à présent à Paris, Vivendi et Mediaset tout d'abord mettent fin à un différend juridique qui les opposait depuis 2016. En cause, une alliance entre le groupe français et le groupe italien finalement dénoncée par Vivendi et qui avait conduit Vivendi à prendre près de 30% du capital de Mediaset, provoquant un blocage de cette participation par la justice italienne. Au final, Vivendi s'est engagé à céder les 2/3 de sa participation de 28,8% exactement du capital de Mediaset dans les 5 prochaines années. Mais Vivendi a également accepté de soutenir la stratégie européenne poursuivie par le groupe italien. Mediaset s'est de son côté engagé à verser un dividende extraordinaire de 30 centimes d'euros par action. Suite à cette annonce, le titre de Vivendi a assez peu réagi puisqu'il clôture ce soir en recul de 0,58%. Autre valeur à suivre aujourd'hui à Paris, Dassault Aviation annonce de son côté avoir signé un contrat portant sur l'achat de 30 avions Rafale avec le gouvernement égyptien. Un contrat dont le montant s'élève à 3,75 milliards de dollars. Dassault Aviation qui, suite à cette nouvelle, s'apprécie et gagne 3,46% à la clôture du marché ce soir. Et on note également que Trigano annonce de son côté des résultats au-dessus de ses prévisions pour le premier semestre de son exercice décalé. Le bénéfice opérationnel courant progresse de 70% environ à 151,4 millions d'euros, tandis que le bénéfice net progresse, lui, de 74%. Trigano alerte cependant sur le fait que certaines tensions sur la livraison de pièces perturbent actuellement sa production. Cela n'empêche pas le titre de Trigano de gagner 11,5% à la clôture du marché ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Mais avant cela, on note que AXA publie ses résultats trimestriels ce soir après la clôture donc, du marché parisien, tandis que demain, les investisseurs prendront connaissance des indices PMI Market dans le secteur des services, cette fois-ci en zone euro mais aussi aux États-Unis. Les investisseurs qui prendront également connaissance aux États-Unis de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé. Et côté entreprise, ils suivront les résultats trimestriels de Veolia Environnement et Stellantis en France, mais aussi de General Motors ainsi que de Uber aux États-Unis. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Éric Venet est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Éric. Bonsoir. Bienvenue. Alain Dubrul nous accompagne également. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la gestion de Claresco. Et bienvenue à Stéphane Déo qui nous accompagne également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le responsable de la stratégie chez Ostrom Asset Management. Petit coup de mou aujourd'hui sur les marchés. La volatilité remonte un peu. Bon, je ne sais pas quels sont les déclencheurs intraday. Si vous avez une explication particulière, pourquoi pas, mais peut-être de manière un peu plus fondamentale. Là, est-ce qu'on arrive à une phase de marché un peu plus compliquée, notamment quand on regarde du côté américain, Stéphane? Est-ce qu'il y a l'idée que les investisseurs sont en train d'intégrer que la dérivée seconde va être un peu moins positive désormais? Alors, excusez-moi du langage mathématique, mais est-ce que le pic de la croissance est derrière nous, pour dire les choses simplement? Oui, je pense qu'il y a pas mal de ça. Il y a un détail que je trouve très intéressant. On est en pleine saison des résultats à l'heure actuelle. Quand vous avez des bonnes publications, le marché monte très peu sur ces publications. Par contre, quand il y a une déception, il bouge beaucoup à la baisse. Et ça, c'est typique d'un marché qui anticipe énormément de bonnes nouvelles. Donc, quand la bonne nouvelle est publiée, le marché ne bouge pas tellement. Il dit, oui, effectivement, je savais, donc pas de raison de repricer. Par contre, quand il y a une déception, évidemment, vous avez un risque beaucoup plus bas. Donc, vous avez une asymétrie très forte. Ça, c'est typique d'un marché qui a déjà anticipé énormément de bonnes nouvelles. Donc, je pense qu'il y a deux choses. Effectivement, on a l'appel d'air vers le haut très, très fort après le confinement. Donc, on a une reprise très, très forte sur certains indicateurs. Ça ne peut que se tasser. Mais il y a le second argument qui est aussi tout ce qui est pricé par les marchés, qui est déjà très, très optimiste. Et pour aller encore plus haut, il faut encore plus de surprises positives. Et là, on est quand même sur des niveaux assez stratosphériques en termes de croissance économique. Donc, c'est difficile de surprendre encore. Ah ouais. Ce qui est intéressant, c'est que vous preniez l'exemple des publications de résultats aux États-Unis. On a un peu plus de 60% de publications pour le S&P 500. Jamais on a eu autant de surprises positives que sur ce premier trimestre, alors même que le consensus
n'a cessé d'être ajusté à la hausse. On partait, alors c'était 15% attendu en début d'année pour les résultats du premier trimestre, 25% en début de saison de publication. On est à plus de 45% sur le publié de croissance des bénéfices aux États-Unis et un taux de surprise positive record de 86%, avec un écart par rapport aux attentes qui est là aussi spectaculaire. Les entreprises battent en moyenne le consensus de 23%. Et malgré ça, ça ne suffit pas. Malgré ça, ça ne suffit pas. Ça veut dire... Alors, il faut toujours faire attention à ces consensus, etc., parce que les entreprises sont en général assez agiles pour faire baisser le consensus avant de publier. Donc, souvent, le marché n'est pas calé sur les estimations des analystes, mais calé un petit peu plus haut. Par contre, ce que je trouve aussi très impressionnant, c'est que le niveau des bénéfices est revenu au niveau pré-crise. Donc, en fait, on a eu une crise qui est absolument monstrueuse, bien pire que la précédente en termes de perte de production. Et on a fait le yo-yo, c'est-à-dire l'aller-retour en une année seulement. C'est assez impressionnant la vitesse à laquelle l'économie a rebondi. Alors on comprend pourquoi, c'est le plan de relance, c'est la politique de la Fed, enfin il y a plein d'explications. Mais je regardais les offres d'emploi, on touche un plus haut en 2007, on a la crise 2008-2009, il faut 7 ans pour revenir au niveau pré-crise. Là, on est quasiment déjà revenu au niveau pré-crise. Donc là où il a fallu 7 ans pendant la crise précédente, il va nous falloir une grosse année. Donc sur beaucoup de variables, on a vraiment fait un aller-retour extrêmement rapide, je trouve. Et sur le plan du marché, c'est quand même important que les résultats des entreprises soient là pour valider cette reprise en V. C'est pas juste la liquidité de la Fed, c'est pas juste les plans de soutien. Alors c'est beaucoup, mais il fallait quand même à un moment que ces résultats soient là, j'imagine, Stéphane. Oui, parce qu'on a eu des valorisations qui ont été extrêmement tendues. Alors, quand vous êtes en bas de cycle, avoir des valorisations tendues, ce n'est pas forcément aberrant, parce que vous avez... alors, on utilise le PE, c'est-à-dire le ratio entre le prix et les bénéfices. En bas de cycle, évidemment, les bénéfices sont très très bas, et vous payez pour les bénéfices futurs. Donc, vous pouvez avoir des PE qui sont un petit peu tendus. Sauf qu'à un moment donné, il faut quand même valider les anticipations de marché. Donc oui, c'est très important d'avoir une publication... et une saison des résultats qui tiennent bien la route, parce que sinon, ça ne valide pas les niveaux auxquels on est à l'heure actuelle. Bon, Alain et puis Eric, vos commentaires là, sur l'ambiance de marché actuelle, est-ce qu'on est dans un moment un peu sell the news, où les investisseurs ayant anticipé beaucoup de nouvelles, qui sont des bonnes surprises, se mettent un peu à vendre justement la matérialisation de ces bonnes nouvelles? Oui, c'est un peu ce que les Anglais appellent « travel and arrive ». Effectivement, les résultats sont bons, on le sait, et dans un certain nombre de cas, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est vrai que notamment dans certaines valeurs qui ont eu de très bons résultats et qui, moi, m'apparaissent pas chères encore, on sent que le marché hésite parce qu'il se dit peut-être que dans 2-3 trimestres, ça va retomber parce qu'on était sur des comparables faciles, etc., etc. Il y a une sorte d'hésitation. Alors, je pense que c'est d'autant plus vrai aux États-Unis que, comme l'a dit Stéphane, on est déjà pratiquement revenu à des niveaux pré-crise. Alors comme on est quand même très aidé par la Fed, etc., l'étape suivante, ça va être probablement réduction du tapering début 2022, peut-être hausse des taux un an après, enfin donc une hiérarchie des taux qui va redevenir normale, et du coup une économie qui va être un peu freinée aussi par les taxes malgré tout, et donc peut-être on va revenir dans des environs plus normaux. Donc ça pèse un peu sur les valorisations. Il est vrai qu'aux États-Unis, les multiples sont beaucoup plus élevés qu'en Europe, et qu'en Europe, on est encore assez en retard. Donc même si on est toujours plus mauvais qu'aux États-Unis, on pourrait dire qu'en termes de perspective ou de momentum, l'Europe a encore un peu de réserve, ce qui me laisse quand même relativement positif sur les actions européennes. Mais il est vrai que côté US, ils sont un peu plus en avance. Donc cette question la question du pic, je ne pense pas qu'on est au pic de résultats, mais en tout cas la normalisation commence effectivement à arriver aujourd'hui. Est-ce que c'est un moment, est-ce que ça peut être un passage douloureux? Encore une fois, la séance du jour, c'est un petit trou d'air, et si on en reste là, on n'en parlera plus demain. Mais est-ce que ce passage des pics là, pic de croissance, peut-être demain le pic de résultats, peut-être à un moment le pic du soutien monétaire aussi du point de vue de la Fed, pic de vaccination aussi. Alors on a beaucoup vacciné très vite de manière intense aux États-Unis, mais on voit que le rythme de vaccination en moyenne quotidienne ralentit un peu aussi. Oui, visiblement en Israël, c'est quand on atteint 43-45% que tout d'un coup ça commence à baisser, et on a la même chose aux États-Unis. C'est un petit peu logique dans la mesure où finalement, plus il y a de gens vaccinés, moins les derniers ressentent moins le besoin de se faire vacciner, à tel point que dans certains endroits du monde, on leur donne des chèques. J'ai lu qu'à Hong Kong, on leur demande, en gros, ils ont le droit d'ouvrir 4 heures plus. Un restaurant a le droit d'ouvrir 4 heures de plus si tout son personnel est vacciné. Donc, il y a des incentives comme ça. Dans un premier temps, c'est le manque de vaccins qui pose problème, et à la fin, pour vacciner les derniers, il faudra trouver des sucettes.
à adapter selon les pays, évidemment, parce que les sensibilités sont différentes. Mais c'est pas anormal un peu comme une courbe en S, une fois qu'il y a une certaine part de la population qui est vaccinée, ça va moins vite. Mais néanmoins, on avance quand même assez fortement sur la vaccination. Un autre point à prendre en compte, c'est aussi le fait qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont déjà été malades ou qui ont déjà contacté le virus. Oui. Donc, quelque part, les chiffres, à part l'Inde, pour l'instant, sont quand même assez positifs. C'est quand même un point qu'il faut rappeler. Le monde avance, en tout cas le monde développé, avance quand même vers un retour à la normale. Et ça reste un élément de soutien de l'activité et des résultats. Mais je reviens au franchissement des pics. Est-ce que ça peut être un sujet un peu douloureux sur le court terme là, pour les marchés ? Est-ce qu'il faut réduire l'exposition des portefeuilles, mettre en place des protections peut-être qu'on avait enlevées ces derniers temps ? Ce que j'avais suggéré à mes équipes, c'est de commencer à acheter des puts un peu plus bas parce que la volatilité n'est pas encore très chère, parce qu'il y a un petit risque de petite correction, on va dire. Mais moi, fondamentalement, je reste quand même assez positif parce que le monde est quand même en croissance qui accélère. On a peut-être un peu de digestion, comme souvent au mois de mai, etc. Mais je pense que les résultats des trimestres suivants resteront assez bons. Et in fine, en tout cas en Europe, quand on regarde les valorisations des entreprises, il n'y a pas énormément de secteurs qui me paraissent complètement surachetés. Enfin, les valorisations ne sont pas excessives à ce stade. Surtout avec des taux d'intérêt qui, rappelons-le, même si les taux remontent légèrement, restent historiquement très bas. Et pour un investisseur en obligations ou pour un Français qui serait en contrat d'assurance vie en euros, on est sur des rendements qui sont inférieurs à l'inflation. Éric Venet, vos commentaires là, sur l'ambiance de marché actuelle. Il y a deux questions. Est-ce qu'on est sur un pic de croissance ? Non. Est-ce qu'on est sur un pic de marché ? Oui. Parce que c'est deux choses différentes. Elles sont liées, mais le marché, c'est beaucoup de momentum, en fait. Et donc, ça fait des mois qu'on se dit, bon, ils montent, est-ce que les résultats vont suivre ? Ils ont suivi. Maintenant, on dit, oh, bon, ok, ils ont suivi. Bon, ils sont bons. Bon. Après, donc, qu'il y ait une espèce de stabilisation des marchés, ils ont bien monté. Je pense c'est caractéristique cette journée. C'est-à-dire que, bon, faudrait peut-être voir à pas charger trop, prendre un peu de bénéfices parce qu'il est sage, et puis prendre un peu de liquidité si jamais on a des petits trous d'air, parce que dans le momentum, il n'est plus là. Il va revenir, mais il va revenir certainement pour les résultats qui seront encore bons, enfin encore meilleurs globalement pour le deuxième trimestre. Mais la croissance, elle va accélérer. C'est-à-dire que le Q1 au niveau mondial, c'est 3%. Le Q4, le dernier trimestre, en 2019, c'était plus 7,5%. Et vous avez encore une partie qui est à l'arrêt, l'Amérique latine, l'Asie. Donc il y a encore des poches de croissance, des réservoirs de croissance. Ah oui. Et puis l'Europe ne fait que mais on est démarrer. focalisé sur ce que font les États-Unis aujourd'hui. Oui, voilà. Oui, mais on parlait en termes de croissance. Donc, je pense que non, la croissance va accélérer et on risque d'avoir une belle année. Par contre, en termes de marché, je pense qu'on va stagner un petit moment parce que les bonnes nouvelles, on les aura. On va encore se poser les mêmes questions. Est-ce qu'on justifie autant des marchés aussi élevés ? On va continuer dans ces résultats. Et le problème, c'est qu'on va avoir du mal maintenant à déceler les entreprises qui vont afficher ces gros résultats. Autant le luxe, vous regardez, c'est des résultats excellents. Mais je pense que la dynamique du luxe ne va pas souffrir parce que c'est des consommateurs. Bon, et puis... ils ne seront pas en rupture de stock. Enfin, bon, ils gèrent très très bien la croissance. Par contre, est-ce que les GAFA vont continuer ? C'est moins favorable parce qu'il y a moins de... Ils ont accéléré avec le confinement. Certes, ils ont aujourd'hui des positions, mais moi je suis moins à l'aise sur les GAFA alors qu'on les compare. Et puis, quant aux entreprises qui vont bénéficier pleinement de la reprise, là, on en a connu une masse, est-ce qu'ils vont pouvoir délivrer ? Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait qu'on ait un pic de croissance. On a un pic de marché, une interrogation de marché. Voilà. Et une journée comme ça, on montre bien, on essaye de trouver des explications, tous les observateurs de marché. Donc, on met en avant un avion chinois qui survole Taïwan. Rien, enfin, c'est le genre de truc, ça n'a jamais eu d'impact sur les marchés. Mais aujourd'hui, tiens, ce genre de nouvelles, ça peut déclencher, en tout cas, parce que ça vient renverser un peu la psychologie de marché, quoi. Moi, ça ne me surprend pas parce que ça vient après quelques jours où on a eu des résultats des GAFA extraordinaires et ça ne fait rien, voire négatif. Donc, depuis 2-3 jours. Donc, on se dit, le marché n'en veut plus pour l'instant. Donc,
une moindre étincelle. Enfin, c'est pas non plus, on n'est pas à -5. Hein, donc, peut-être que dans 2 jours, on aura oublié ça, mais c'est assez symbolique de la période qu'on va vivre un certain temps, parce que les bonnes nouvelles, elles sont pas pour tout de suite maintenant. Et surtout que les hypothèses, elles sont très très bonnes jusqu'à maintenant. Donc, on peut pas en rajouter d'autres. On attend juste des confirmations des belles hypothèses qu'on a. Donc, il y a plus à perdre que à monter. C'est ce que disait Stéphane. Il y a un peu d'asymétrie maintenant dans le marché. Du coup, Stéphane Déo, c'est quoi les prochaines bonnes nouvelles alors ? Est-ce que l'inflation... Non mais... Partons sur l'histoire de l'inflation, on en parle depuis des mois, mais c'est très intéressant quand même de regarder aussi bottom-up du côté des entreprises. Quels sont les commentaires qui sont faits sur la hausse de tous les prix entrants dans la production, et puis même peut-être des prémices de transmission aux prix finaux, aux salaires demain. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair sur le chemin de l'inflation, la dynamique là, des prochains mois ? Est-ce qu'on est toujours sur l'idée d'une bosse ? Voilà, ça monte et ça redescend presque de manière symétrique ensuite. C'est un peu l'idée que j'ai de la bosse d'inflation. Ou est-ce qu'on est déjà, alors je ne sais pas si on va passer là aussi par les lettres de l'alphabet comme on le faisait pour la reprise, mais est-ce qu'on est plus sur l'idée d'un plateau, un haut plateau pour l'inflation qui durait un peu plus longtemps que prévu ? Qu'est-ce que vous retirez comme enseignement là, des derniers éléments qu'on a pu avoir ? Alors vous me faites plaisir parce que vous savez que l'inflation c'est un de mes dadas. Oui. Donc, moi je trouve que le débat a beaucoup changé. Alors il y aura une bosse d'inflation parce qu'il y a des effets de base, donc l'inflation va beaucoup progresser dans les mois qui viennent. C'est du court terme et puis ça va redescendre derrière. Ça on est tous d'accord. La question c'est jusqu'où on monte et à quelle vitesse on redescend derrière. Moi, ce que je trouve, c'est que le débat a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on me disait non, l'inflation, c'est même pas un sujet, on passe à autre chose. Le débat est devenu, oui, il y a de l'inflation, mais c'est purement les prix du pétrole. Donc, il n'y a que le pétrole qui bouge, le reste, vous voyez bien, ça ne bouge pas. Là, on est à la phase 3, qui est de dire, oui, alors il y a le pétrole, mais en plus, il y a des pénuries. Alors, les semi-conducteurs, on parlait de Trigano, il y a plein d'entreprises qui ont du mal à produire. Ça fait de la pression sur les prix. Sur le PMI, moi, il y a 2 composantes que je regarde. C'est les délais de livraison et les prix des inputs. Et quand ces 2 choses sont élevées, normalement, vous avez des pressions sur les prix. Parce que quand vous n'arrivez pas à livrer, que vous avez plein de commandes, en général, vous faites passer des augmentations de prix. C'est assez logique. Ces deux composantes sont au plus haut historique. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer en termes de ce qu'on appelle dans notre jargon d'économiste des effets de second rang. C'est-à-dire vous avez des prix de pression, des pressions sur certaines matières premières et ça a un impact sur le reste. Donc le débat est en train de changer parce que si vous êtes sur ce débat-là, ça veut dire que c'est plus pérenne, ça veut dire que ça va redescendre moins vite, ça veut dire qu'il y a un effet mémoire, c'est plus du tout la même histoire. Donc entendons-nous bien, je ne vous vends pas une histoire de 10% d'inflation demain matin, mais je pense qu'il y a une espèce de... Il y a quand même quelque chose qui a changé dans cette histoire d'inflation. Et je pense qu'il y a un peu plus de pérennité sur les chiffres. Et donc le marché était un peu dans le déni. On est dans une phase d'acceptation maintenant effectivement d'un schéma un peu plus durable d'inflation, mais qui va aller jusqu'à se transmettre au salaire. Alors, pour les banquiers centraux, on va faire le lien avec la Fed et les banques centrales, mais ça sera... Alors ça, on verra. Ça, on verra. On n'y est pas encore. On voit des pénuries sur certaines parties du marché de l'emploi, mais c'est encore très, très marginal. Ça, c'est le dernier étage de la fusée. Si on a ça, oui, effectivement, là, on a un vrai sujet. Mais les banquiers centraux, l'attitude est importante aussi, parce que depuis Volcker, c'est-à-dire presque un demi-siècle, les banquiers centraux nous ont dit l'inflation c'est mal, on va tout faire pour la réduire. Là, depuis quelques années, on a la Fed et la BCE qui nous disent l'inflation, il n'y en a pas assez, on va tout faire pour la faire remonter. Donc, si vous avez un cocktail de chiffres d'inflation qui continue à surprendre à la hausse, l'indice de surprise d'inflation mondiale est au plus haut historique. C'est-à-dire que ça veut dire que depuis quelques mois, dans leur immense majorité, les prix ont été plus hauts qu'attendus. Donc, si vous avez ça de manière récurrente, si en même temps les banques centrales disent c'est très bien, nous on est contents, on laisse faire, je ne suis pas sûr que les anticipations d'inflation soient au même niveau à la fin de l'année qu'elles ne sont à l'heure actuelle. On verra, mais on est quand même sur une situation où je trouve qu'il y a beaucoup de planètes qui s'alignent petit à petit pour cet argument de retour de l'inflation. Une fois de plus, ce n'est pas de l'hyperinflation, entendons-nous bien, c'est pas... Mais j'ai jamais... Enfin, on a
plus de planètes alignées qu'on n'a jamais eu depuis 50 ans. C'est ça mon argument. Pourquoi les taux longs américains sont encore entre 1,50 et 1,60 aujourd'hui ? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que la Fed est là, encore, en taille. Donc, ils achètent quand même une énorme partie du marché. Il y a un autre sujet, alors je suis désolé, c'est un peu abscon, mais je pense que c'est important. Le Trésor américain, lorsqu'il a des liquidités, les dépose à la Fed. Ils avaient 1600, 1800 milliards de liquidités. Donc ça, c'est l'argent de poche du Trésor américain. Le compte du Trésor à la Fed. Voilà. Janet Yellen a dit, c'est beaucoup trop, on va le réduire. Ce compte du Trésor a baissé de 700 milliards de dollars en quelques semaines, depuis février. Quand vous mettez 700 milliards de dollars sur un marché, ça se voit. Et donc, vous avez des treasury bills, c'est-à-dire des emprunts très courts qui sont passés en négatif. Vous avez le dollar qui se casse la figure, ce qui est normal, parce que s'il y a trop de dollars sur le marché, vous dépréciez le dollar. Et je pense que ça a aussi un impact sur la partie longue de la courbe, parce que vous vous retrouvez avec 700 milliards de dollars qui arrivent, alors j'allais dire du jour au lendemain, j'exagère, mais c'est pas vrai, mais en un mois et demi sur le marché, ça c'est parqué sur le bilan des banques. Les banques doivent aussi prendre un petit peu sur la partie longue de la courbe. Donc je pense qu'il y a tous ces effets-là qui ont joué. Tous ces arguments sont des arguments de court terme, entre parenthèses. Ah oui, ça veut dire qu'une fois qu'on a nettoyé ça, vous avez une tendance à la hausse qui devrait repartir. Oui, je comprends. Doucement, mais je pense qu'on est très clairement sur un chemin haussier à moyen terme sur les treasuries. Bon, vos remarques sur l'inflation, là, à quel moment de l'histoire on en est, selon vous, Eric ? Est-ce que c'est une histoire qui va continuer de nous surprendre, effectivement ? Oui. Je partage 150%. Vous adhérez 100%. Ah oui, même, je suis même encore plus... En fait, plus agressif sur l'inflation. Oui, mais parce que ça fait 10 ans qu'on est en déflation. Et le problème chez les économistes, la déflation, 10 ans, ça fait... C'est vraiment... C'est ce qu'il y a de pire. Donc, on va changer d'air. On va maintenant retrouver une normalité dans l'inflation. Tout simplement. Qu'est-ce qui a changé à ce point qui pourrait, sur du moyen terme, long terme, nous laisser entendre que les forces structurelles désinflationnistes vont être compensées par d'autres forces beaucoup plus inflationnistes ? Simplement, il y a encore, avant le Covid, 3-4 ans, vous aviez des taux négatifs, vous ne saviez pas quoi faire de votre argent, vous ne saviez pas où investir. Et aujourd'hui, on vous a tracé la route, vous avez des plans de relance qui sont faramineux, on vous dit où vous investissez, vous avez une demande qui va exploser. Donc, ça y est, l'économie est redevenue à peu près normale. Donc, on va retrouver une situation normale d'inflation. C'est-à-dire que cette hausse des prix que l'on a aujourd'hui de tempérament va devenir une vraie inflation parce que vous allez avoir une hausse des prix dans les salaires également, mais qui seront absorbés par les entreprises parce qu'il y a la demande et vous avez une pression de l'administration Biden pour faire monter les salaires. Donc, je parle pas. Alors, encore une fois, c'est juste une normalité. C'est-à-dire qu'au lieu d'une hausse des prix qu'on a du mal à avoir parce que de temps en temps avec un peu de pétrole, maintenant ça sera diffusé dans l'économie et ça sera une normale. C'est-à-dire que demain, avec la reprise, on va tous accepter de payer plus cher parce que de toute façon on n'a pas le choix et qu'on fait. Et globalement, si l'entreprise aura les moyens de transmettre ces hausses de prix, pour la plupart, on va rentrer dans une normalisation. Donc, on va rentrer vraiment dans une ère nouvelle. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est les taux d'intérêt par rapport à ça. Et il ne faut pas que les taux d'intérêt remontent trop tôt. Parce que si vous avez une entreprise qui a un taux de croissance assez correct et puis qui arrive à supporter ces hausses d'input et puis ces hausses de salaire dans ses prix avec une croissance forte, c'est pas un souci. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez mettre des taux d'intérêt qui sont normaux. Sauf que ça fait des années, là encore, qu'on appuie sur les taux d'intérêt, donc ils ne sont pas à l'équilibre. Il faut retrouver un équilibre. Il ne faut pas que les taux d'intérêt remontent trop haut parce que vous avez un endettement trop fort. Mais cet endettement trop fort, ce n'est pas très important si vous avez la croissance. Voilà, la croissance et les recettes. Donc il faut simplement s'assurer que les recettes seront là pour que vous puissiez payer les taux d'intérêt qui montent. Voilà, une fois qu'on a dit ça, concrètement... bonne chance à la Fed. Bonne chance. C'est ça. Non, voilà, il faut vendre après, il faut vendre le truc. Ouais. C'est ça. Et vous, quand la Fed, et c'est la manière dont Stéphane le disait, quand la Fed nous dit l'inflation c'est bien et on ne sera pas contre l'inflation qui arrive, il faut la croire ? Ou est-ce qu'au final, quand même, 1 mois ça va, 2 mois ok, 3 mois, 4 mois, 5 mois, si on continue d'avoir des chiffres d'inflation au-delà des attentes... Des remontées de taux. D'accord.
Oui. Donc la Fed réagira. Oui. Oui, non, mais en fait, vous l'absorberez parce que derrière, il y aura des croissances. Il y aura la croissance. Donc, c'est pas très gênant. Il faut simplement que la Fed pilote ça dans les anticipations. Ouais. Voilà, ça c'est pas. Et puis après, je vous rappelle qu'il faut financer tout ce qui arrive, 35% qu'on a mis aux États-Unis en relance. Il faut payer. Donc il faut quand même des taux d'intérêt pour attirer les épargnants. On a le programme, de toute façon on a la facture du Trésor, c'est 855 milliards de dollars d'émissions prévues au troisième trimestre, le double du deuxième trimestre qui était à 463 milliards de dollars, chiffre qui a été un peu révisé à la hausse. Voilà. Dans un instant, Alain, mais juste je repasse par Stéphane, il faut croire la Fed quand elle nous dit que l'inflation c'est bien et qu'elle ne fera rien contre. Alors c'est un paradoxe assez classique qu'on a en sortie de crise, c'est imaginez que vous croyez la Fed. Du coup, on va avoir des taux très bas, donc une reprise très forte, donc beaucoup de d'inflation, donc il faut qu'ils montent les taux. Ouais. Si vous ne les croyez pas, vous dites non, mais ils vont monter les taux tout de suite, vous n'avez pas de reprise, du coup ils ne montent pas les taux. Les taux montent, ça casse la reprise, voilà. Et ils baissent les taux. C'est ce qu'on appelle une incohérence temporelle. En fait. C'est plus ils sont crédibles, plus ils vont être forcés de mentir. Alors, comment on s'en sort ? On sait très bien que le dot chart, c'est-à-dire les anticipations des membres du FOMC qui nous disent promis juré, on ne montera pas les taux d'ici 3 ans, on sait très bien que ce dot chart il va bouger et que petit à petit, ça va se rapprocher. Et je pense qu'on converge toujours sur une solution à mi-chemin où, oui, ils seront en retard par rapport à la reprise précédente, où ils réagiront beaucoup plus lentement, et où ils toléreront une inflation au-dessus de 2% plus longtemps. Mais si on a raison avec la reprise qu'on a, avec l'impulsion budgétaire qu'on a, qui est absolument pharaonique, avec la politique monétaire qui est extrêmement laxiste qu'on a, oui, à un moment, je pense qu'ils monteront les taux avant 3 ans. Et ce sera une bonne nouvelle. Et ce sera une bonne nouvelle. Ce sera une bonne nouvelle. Et c'est d'ailleurs ce que dit le marché petit à petit. D'où la petite phrase de Janet Yellen aujourd'hui, qui n'a pas perdu ses réflexes de banquière centrale, qui nous dit à un moment, il faudra peut-être quand même que les taux d'intérêt montent légèrement pour éviter un risque de surchauffe totale de l'économie. Alain Dubreuil, vos commentaires. C'est que la Fed, elle a dit qu'elle les montrait a priori pour l'instant fin 2022, début 2023. C'est a priori ce que les forwards ont l'air d'indiquer, donc le marché a l'air d'y croire. Et que pour ce qui est de la réduction des achats d'obligations, ça serait plutôt dans 9 mois, à peu près. Donc pour l'instant, c'est à peu près cohérent. Enfin, ce que le marché pense, c'est à peu près ce que la Fed dit. Il n'y a pas d'incohérence dans le dialogue entre le marché et la Fed sur la trop question important. de l'inflation, moi je ne serais pas si inquiet que ça. D'abord parce que les grands États ne peuvent pas se permettre d'avoir du 10 ans à 3-4 ans vu le poids de leur dette budgétaire aujourd'hui. À 3-4%, vous voulez dire ? Non, mais ça serait juste pas possible. Oui. Ah oui, Non, mais malheureusement, c'est les années que ça dure, mais quelque part, ce n'est pas les entreprises qui seraient gênées par une hausse des taux pour leur opérationnel, ce sont les États. Donc globalement, les États vont être laxistes, ils n'ont pas le choix. La deuxième chose, c'est que malgré tout, aujourd'hui, l'inflation, elle est très en amont aujourd'hui, matières premières, capacité de production, manufacturing, globalement. Mais du côté des salaires, il y a quand même beaucoup de gens au chômage. Alors certes, avant, aux États-Unis, il y avait certains secteurs qui manquaient cruellement de main-d'œuvre. Donc on retrouvera peut-être ça mais globalement, on a une économie qui reste, à mon avis, assez déflationniste parce que les GAFA et la technologie créent quand même des gains de productivité qui mettent énormément de gens sur le tapis et qui restent disponibles. Donc a priori, la réserve. Et il y a de l'investissement. Et en le plus, côté atypique de cette sortie de crise, il y a de l'investissement des entreprises pour peut-être plus de productivité. On va refaire la délocalisation, mais je dirais aujourd'hui avec des ordinateurs qui vous permettent, comme on peut télétravailler de chez soi, on peut aussi télétravailler, faire le même travail dans des pays à bas coût, pour caricaturer. Mais je dirais que la technologie permet aussi de délocaliser un certain nombre de fonctions qui font que le salarié des pays développés qui est peu qualifié n'a pas tellement de bargaining power aujourd'hui. Et je crains qu'il n'en ait pas tellement plus demain. Donc, côté salaire, je ne vois pas un vrai risque inflationniste. Et puis même du côté des entreprises, j'étais avec certaines en conf call ce matin qui disaient « Oui, je sens des tensions inflationnistes, etc. Mais j'anticipe une telle progression de mes ventes au cours des 12-18 prochains mois que d'une certaine façon, les économies d'échelle qu'elle va engendrer sur ses coûts opérationnels lui permettront en réalité d'absorber une bonne partie. Ah, oui. Parce que l'inflation en amont, il faut qu'elle arrive jusqu'au consommateur. Bien sûr. Donc si les entreprises qui distribuent, qui produisent, vendent beaucoup plus, l'effet volume d'une certaine façon, D'accord. certes, leurs marges remonteront un petit peu moins, mais elles ont de la réserve parce qu'elles ont des volumes en forte croissance. Donc, tout n'arrivera pas forcément jusqu'au consommateur. Qui vous dit ça ? Racontez-moi les confs. Voilà, par exemple, dans le groupe LDLC qui vendent des... Bien sûr.
ils notent, donc ils Distribution vendent des de ordinateurs, produits etc., électroniques, par Internet notamment, mais en boutique. Ouais. Ils notent en effet une forte tension sur les coûts des PC, etc. Mais ils disent que quelque part, c'est compensé par le fait qu'en ce moment, ils font plus de promos, ils font beaucoup moins de pubs, mais ils anticipent que l'année prochaine, quand ça va revenir, quelque part, ils feront un peu plus de pubs, ils prendront un peu plus sur leur marge, mais les volumes continueront de progresser. Alors qu'aujourd'hui, typiquement, voilà un titre qui est encore extrêmement peu cher, mais que le marché hésite à encore acheter parce qu'il se dit, là, ils ont vécu un pic Covid. Oui, c'est ça. Et les ventes vont rechuter l'année prochaine. L'effet Covid va retomber. Je pense et ils sont convaincus que ce ne sera pas le cas. Ils parlent quand même d'une progression du chiffre d'affaires l'année prochaine. Et dans ces cas-là, c'est une boîte qui ne vaut même pas 10 fois les résultats. Oui. Et Trigano, c'était la publication du jour. Moi, je suis fasciné par la perception du camping-car qui a été révolutionnée à travers cette crise. Une bulle sanitaire mobile. C'est comme ça que Trigano expliquait l'explosion de ses ventes de camping-car. Dans ce qui a pesé un peu dans les dernières années sur Trigano, c'est l'idée que c'est des trucs au diesel, donc c'est polluant, machin, etc. Ils ont toujours dit qu'en réalité, quand on voyage dans son camping-car, en fait, on consomme beaucoup moins de CO2 quand on prend l'avion, quand on va dans un hôtel. Et des bâtiments qui ont été construits pour ça, parce que c'est votre petite maison finalement. Donc c'est assez, malgré le diesel, c'est pas si polluant que ça au global. Ensuite, on est tout seul, et là on risque pas de croiser trop de gens, donc ça pour le Covid c'est super. Donc ça a été un peu perçu comme une valeur Covid, ce qui fait que la sortie de Covid a un petit peu pesé sur la perception boursière. Et puis troisièmement, ils ont fait pas mal d'acquisitions qui ont beaucoup aidé la société, mais qui se sont traduites un peu avant le Covid par quelques difficultés de production qui avaient pesé sur les marges. Donc là, on sort de cette période avec des ventes exceptionnelles, une bien meilleure organisation industrielle, donc ils ont eu des bonnes ventes, mais ils ont surpris surtout à la hausse sur les marges, 11% de marge. C'est un niveau assez élevé. Alors certes, par exemple, le prochain trimestre, ils ont 3000 voitures avec des châssis Ford qui ne vont pas pouvoir produire. C'est 60 millions de chiffre d'affaires en moins, mais c'est une société qui en fait plus de 2 milliards par an. Donc c'est relativement modeste par rapport au rebond. Donc là, le titre a pris 11% aujourd'hui. Je trouve ça parfaitement justifié. Ça reste une valeur très intéressante. Stéphane Déo, tiens, dans le sillage de l'empreinte environnementale du camping-car, disons un mot des matières premières quand même, parce que ça nous ramène à votre dada de l'inflation. Vous l'avez dit, il y a les effets de base liés au pétrole, tout ça est très bien identifié, mais dans les matières premières, il n'y a pas que le pétrole. Tous les jours, on bat des records sur toutes les matières premières. Aujourd'hui, c'était le maïs, le palladium, dans les métaux industriels, etc. C'est un vrai super cycle structurel. Oui. Bon. On vient de publier notre hebdo sur le sujet, donc merci pour la page de publicité. Et en fait, au lieu de s'attacher aux forces cycliques, parce que on a eu la crise du Covid, reprise, donc forcément tous ces prix remontent. Ça c'est l'histoire classiquissime. Il y a aussi ce qu'on appelle des méga-trends, c'est-à-dire des changements fondamentaux. Et sur les métaux, pour reprendre l'exemple des métaux, pour moi, il y a deux choses. Il y a la Chine, évidemment. J'ai regardé, par exemple, la corrélation entre le cuivre et le yuan, donc la monnaie chinoise, et ça n'arrête pas de progresser depuis 20 ans. C'est assez impressionnant. Il y avait 0 de corrélation il y a 20 ans, c'est-à-dire les deux vivaient leur vie séparément. Et là, ça bouge vraiment, vraiment ensemble. C'est juste un exemple pour vous montrer que la Chine, par sa croissance, a généré une demande énorme pour les métaux et donc les prix montent. Oui, mais la croissance chinoise est amenée à se normaliser. Oui, mais il y a ça. Il y a un autre élément, c'est tout ce qui est énergie verte, investissement vert, etc., qui est extrêmement consommateur en cuivre, manganèse, plomb, enfin toute la liste. Alors, à diverses échelles, et à divers endroits. C'est ce qu'on explique d'ailleurs. Alors, on a un gros tableau avec tous les détails. Mais donc, vous avez une demande structurelle qui est très forte. Et donc, quand vous faites ça, en fait, vous avez des mines qui ne sont pas chères du tout. Vous avez des mines qui sont un peu plus chères, etc. Et quand vous avez épuisé tout le début, votre prix d'équilibre monte très vite, en fait. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des prix d'équilibre qui sont beaucoup plus élevés parce que... Alors, le cuivre est un cas très intéressant parce qu'il y a des mines qui ont des coûts de production négatifs sur le cuivre. Parce que quand vous exploitez une mine de cuivre, souvent vous avez d'autres minéraux, par exemple de l'or. Oui. Et du coup, une fois que vous avez vendu l'or, vous avez couvert tous vos coûts et du coup, le coût de production du cuivre, il est à 0, voire en négatif. Donc vous avez certaines mines qui sont extrêmement rentables, mais celles-là, elles sont déjà exploitées. La demande est tellement forte structurellement qu'on est obligé petit à petit de bouger le curseur. Et pour ouvrir de nouvelles mines, ça prend 5 ans. Entre le moment où vous prenez la décision et que vous sortez le premier lingot de cuivre, il faut que les prix d'équilibre restent structurellement beaucoup plus élevés. Sinon, vous n'ouvrez pas la mine. Parfois, il y a des mines qui sont en retard, notamment en Mongolie, la grande mine de Oyu Tolgoi avec Rio Tinto, qui
pas mal en retard. C'était un gros projet qui devait arriver. Et le retard de ce projet, quelque part, pèse. À l'inverse, par exemple, sur le minerai de fer, il y a beaucoup d'interrogations parce que la Chine, elle va être plus verte, donc elle va consommer beaucoup de métaux un peu plus rares et coûteux. Mais par exemple, sur l'acier, on se pose la question de savoir s'ils vont davantage recycler. Et une hausse du recyclage en Chine, ça serait assez pénalisant pour la demande de minerai de fer nouveau. Et puis, sur le minerai de fer, il y a aussi une question d'une mine en Guinée qui doit arriver dans 4-5 ans. Arrivera-t-elle ? Enfin, bref, après, c'est toujours des questions comme ça. Mais c'est vrai que sur les métaux, sur un certain nombre de métaux, il y a des vraies tensions. Et qui sont durables, peut-être. Et parce qu'on n'a pas investi non plus. Enfin, parce qu'on n'a pas investi pendant les années. En fait, parce qu'on était en sous-croissance. Enfin, donc, et puis en 2010, les mineurs, beaucoup de mineurs avaient énormément investi lors du pic des matières premières et ont subi avec une énorme violence les conséquences du surinvestissement. Donc il y a une grosse discipline dans les 10 dernières années du côté des producteurs. Donc quelque part, ça donne un rapport de force qui est plus en leur faveur aujourd'hui. Complètement. Non, je pense qu'on a vraiment un méga trend sur l'ensemble des matières premières. Mais matières premières agricoles, vous avez la même chose après. Donc, alors agricole. Sur l'agricole, j'ai du mal à comprendre pourquoi ce serait c'est un autre structurel sujet. et super cycle. Il y a deux histoires. Il y a la croissance de la population, mais la croissance de la population mondiale a plutôt tendance à baisser. L'autre sujet, c'est que la proportion de végétaux dans l'alimentation c'est le changement d'alimentation et on utilise beaucoup plus de protéines animales. Bien sûr. Et ça, c'est extrêmement plus consommateur en ressources. De mémoire, il y a plus de la moitié des surfaces agricoles mondiales qui sont consacrées à l'élevage des vaches, parce qu'il faut produire plein d'herbes, etc. La viande de vache représente moins de 5% de l'apport nutritif et calorique mondial. Donc si vous mangez du riz ou du blé et si vous passez que à des steaks, eh bien vous avez une explosion totale de la consommation d'eau, de la consommation d'engrais, de la surface agricole, etc. Donc vous mettez une pression monstrueuse et effectivement c'est ce que fait la Chine. Ils sont passés de végétaux à... Enfin, il y a tous les mouvements végans et compagnie. Non, mais une des vraies réponses, et je dis ça parce que l'actualité européenne de ce point de vue-là est intéressante, c'est le règne des insectes. Et l'Union européenne vient pour la première fois aujourd'hui d'autoriser... Alors les insectes comme nourriture pour les animaux, c'est déjà autorisé depuis longtemps et ça permet de réduire évidemment, parce que les animaux ont besoin d'apports en protéines et donc la protéine insecte fait qu'on arrive à augmenter le rendement et baisser l'empreinte carbone de l'élevage de vaches, pour dire les choses simplement. Et demain, pourquoi pas chez l'homme, ça. Et l'Union européenne a donc autorisé pour la première fois le verre de farine comme aliment à destination humaine aujourd'hui. Sur l'agricole, je reste quand même assez prudent parce que quand on voit notamment les agrochemicals, les chimies d'agronomie, ça fait 15 ans qu'ils essaient de vous vendre que la planète va être en famine et qu'il n'y aura pas assez. Et en fait, les capacités de production sont toujours capables de s'adapter pour une raison notamment qui fait qu'il y a énormément dans le monde encore aujourd'hui de surfaces agricoles qui n'ont pas du tout la productivité des pays développés. Et il suffit de mettre quelques engrais par-ci, quelques machins par-là, et on peut faire beaucoup plus avec les mêmes surfaces. Donc en fait, dès que les prix montent, souvent la production s'ajuste beaucoup plus vite qu'on ne le croit, et donc les prix ont du mal à monter en fait. C'est plus facile que d'ouvrir une mine. Il nous reste 3 minutes, je veux bien qu'on dise un petit mot de l'Europe. On est parti de la situation américaine, l'idée des pics, le débat sur la surchauffe ou autre. Non, mais l'Europe, le temps des bonnes nouvelles est enfin arrivé. Ça y est, non, mais c'est très bien. Non, mais... Et c'est pas drôle. C'est le joker italien. Non pour moi, c'est le joker italien. Ah ouais. Non, mais c'est la première fois, depuis un peu longtemps, c'est un petit moment quand même, qu'on a un homme italien qui a les faveurs de Bruxelles, qui a les faveurs de son peuple, politique, et qui a devant lui 221 milliards à dépenser. Et il le fait... avec un programme pas mal, quoi. Vraiment, c'est numérisation, révolution verte, éducation, infrastructure, et c'est quand même une somme conséquente. Et comme l'Italie, quand même, c'est 15% du PIB européen, un peu l'économie un peu difficile de l'Europe, je pense qu'il y a un vrai... Il y a un vrai changement qui va avoir là. Là où l'Italie ira, l'Europe suivra, c'est comme ça que ça marche. Oui, je pense. Et puis, si vous rajoutez le tandem qui va arriver certainement aux élections en Allemagne, avec les Verts, je pense qu'il peut y avoir
une modification de la visée de l'Europe. On va sortir de l'austérité et à un équilibre des forces et l'équilibre financier un peu différent. Ouais. Mais c'est pas bon. Après, c'est peut-être du wishful thinking. Ah non, pas du tout. Ah non, mais moi je pense que politiquement, on est peut-être à l'aube d'un nouveau souffle en Europe, modulo le résultat des élections françaises, mais c'est peut-être un peu loin encore pour en parler. Mais vous y croyez ou pas, Stéphane ? Je crois qu'on y est déjà. Hein. Si vous regardez la réaction de politique budgétaire de cette crise par rapport à la crise précédente, c'est le jour et la nuit. Oui, sauf que c'est pas assez, malgré tout. Oui, enfin, ça existe. On va être sur des politiques budgétaires qui vont vite arriver, neutres, voire restrictives sur les prochaines années, si on reste à ce niveau-là. On a le pied sur l'accélérateur. Ce que vous me dites, c'est qu'on n'appuie pas assez fort. Sauf que la dernière fois, on a sauté sur les freins avec les deux pieds. Donc, c'est déjà pas mal. Alors après, oui, j'aimerais bien qu'on appuie encore plus fort. On est tout à fait d'accord. Mais au moins, on a le pied du bon côté. On n'est plus sur le frein. C'est déjà un très, très grand pas en avant, je trouve. Et c'est un vrai changement d'attitude. Et ça se joue dans... Non mais ça se voit dans le marché, je sais pas, l'euro qui monte, le 10 ans allemand qui remonte, c'est des signaux d'une confiance retrouvée. Les spreads, vous parliez de l'Italie, le spread italien a été d'une zénitude extraordinaire pendant cette crise. Enfin, moi qui ai vécu les pics il y a 10 ans, les pics, oui, bien sûr. Alors pour l'anecdote, là on vient de finir nos prévisions fin d'année, on s'est chamaillé à 10 points de base près. 10 points de base, c'était de la volatilité intraday il y a 10 ans. Donc on n'est plus du tout sur la même échelle de grandeur. Alain, pour conclure, et on s'arrête. Pardon. Non, pour moi, le point tournant sur l'Europe, c'était le plan de relance de 700 milliards. Même s'il met un peu de temps à accoucher, c'est vraiment la première fois que l'Europe a une vision un peu. Donc vous restez sur cette note positive, voilà. Oui. D'accord. Et qui en plus est investi dans des plans d'infrastructure, pas juste des chèques, a priori. Et une capacité d'emprunt. De 500 milliards de dette. Non, mais qui est le moment ouvert, hamiltonien. Le moment hamiltonien de l'Europe. On en parlait il y a quasiment un an. 18 mai 2020, c'était le discours Macron-Merkel, l'initiative de cet embryon de budget européen. C'est comme ça qu'on le présentait à l'époque. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour Planète Marché dans Smart Bourse. Alain Dubrul, directeur de la gestion de Claresco, Éric Venet, directeur de la gestion de Montbleu Finance, et Stéphane Déo, le responsable de la stratégie chez Ostrom Asset Management. Le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir. Marché à thème consacré ce soir au thème de la Smart City. Et on en parle avec Laurent Saint-Aubin, gérant chez Sofidy. Bonsoir et bienvenue Laurent. Bonsoir Grégoire. On parle avec vous généralement de Sofidy 1, c'est le fonds que vous gérez Sofidy sur Sélection 1. Sofidy Sélection 1, sur l'immobilier pur et dur. Là, on va aller un peu au-delà parce que vous avez un autre fonds que vous gérez chez Sofidy, donc le fonds CITIC, dédié au thème de la ville de demain, qui fête d'ailleurs ses 3 ans, je crois. C'était le lancement mars 2018. Absolument. C'est ce que j'ai vu. Qu'est-ce qui caractérise pour vous le thème de la Smart City ? Alors, intuitivement, on comprend un peu de quoi on parle. Le développement des métropoles de demain, comment vous avez cadré justement cette thématique et la profondeur de cette thématique, Laurent ? Alors, c'est un fonds PEable, multicap, plutôt européen, qu'on a effectivement lancé en 2018. L'idée, elle est très, très simple. La première chose, c'est que la population mondiale va de plus en plus vivre dans des métropoles, c'est-à-dire des agglomérations de plus de 300 000 habitants. En 2035, on considère que 40% de la population mondiale vivra dans ces métropoles. Le deuxième point, c'est que ça contribue au réchauffement climatique et ça génère des nuisances, une dégradation de la qualité de vie. Et à partir de ce constat pas très riant, on s'est dit qu'en fait, il y avait des choses optimistes à voir avec ça, c'est-à-dire investir dans des sociétés dont le métier va être de développer des activités pour corriger cette situation. Donc il y a... Qu'est-ce que vous avez choisi effectivement là comme vecteur ou comme vertical d'investissement dans ce thème et dans cette idée de rendre vivables les métropoles de demain ? Donc il y a trois maîtres mots. Le premier, c'est l'urbanisation, c'est-à-dire optimiser l'usage des bâtiments. Donc c'est éviter que la chaleur s'en aille, c'est par exemple Saint-Gobain. Investir dans des sociétés qui s'occupent du bâtiment intelligent, de la gestion des ressources, c'est Schneider. C'est aussi, dans ce thème de l'urbanisation, un certain nombre de services aux populations. Par exemple, on a investi dans des crèches, dans des sociétés cotées qui gèrent des crèches.
dans des sociétés qui font de l'éducation en ligne. Donc ça, c'est le premier pâté. Le mot n'est pas très bien choisi. L'urbanisation. Ouais. La deuxième chose, c'est l'électrification. Les agglomérations vont continuer de se développer. La population va continuer d'y aller. Je ne crois pas trop à ce rêve actuel du retour à la campagne dans le Luberon ou sur la côte basque. Et donc, on va avoir besoin de plus en plus d'énergie dans ces agglomérations, mais une énergie dont la composition sera diamétralement différente, c'est-à-dire constituée de plus en plus par des énergies renouvelables. Donc ça, c'est évidemment un certain nombre d'énergéticiens. Et puis la troisième chose, c'est la numérisation. La numérisation, c'est la place du village qui se retrouve aujourd'hui sur les smartphones. Donc toute la thématique de la sécurité informatique, toute la thématique aussi des applications qui vont vous éviter d'ailleurs de vous déplacer. Ouais, c'est ça. Le thème de la mobilité fait partie de tout ça. Il y a les nouvelles mobilités, mais il y a l'idée aussi que limiter ses déplacements dans ces espaces urbains demain, dans ces grandes métropoles, ça va être une clé. Vous avez cité l'exemple de l'éducation, mais j'imagine, je sais pas, dans le domaine de la santé, des thématiques très actuelles. Finalement, le distanciel va être quelque chose de structurel dans ces parties-là. Comme toujours avec la vie nouvelle, le numérique se mélange avec le physique. Par exemple, Pharmagest, qui est une valeur moyenne française, a développé une application pour les diabétiques. Donc les diabétiques peuvent contrôler avec cette application l'évolution des taux de sucre. Et quand ça ne va pas, eh bien, ils vont être en contact direct, physique, avec un médecin. Ouais. Et ça participe à rendre vivables les métropoles demain, Laurent. Absolument. Ouais. Absolument. Je ne sais pas, quelques exemples de sociétés, encore parlons des entreprises là, qui font partie de vos convictions, parce que c'est vrai que les passoires thermiques, tout ça, on a en tête, on connaît les grands noms, mais est-ce qu'il y a des choses plus surprenantes qui montrent encore une fois la profondeur, la largeur de ce thème, Laurent ? Alors, il y a en fait effectivement l'univers dans lequel on investit. Il y a à peu près un peu moins de 40 sociétés. C'est extrêmement divers. On a à la fois les sociétés du monde de la tech. Ouais. On a des valeurs cycliques. Saint-Gobain, c'est plutôt une valeur cyclique. Et on a des valeurs de croissance. Donc, les exemples qui me viennent à l'esprit, c'est par exemple une société norvégienne qui s'appelle Tomra, qui fabrique des machines à trier le verre et le plastique. Donc vous savez que dans un certain nombre de pays, dont l'Allemagne, les utilisateurs ramènent leurs bouteilles au supermarché et touchent une consigne. Ça existait en France quand j'étais petit, mais j'étais petit il y a très longtemps. Ça existait encore quand j'étais petit aussi. Ça n'existe plus. Donc Tomra, c'est une très belle société avec un véritable boulevard lié à ça. Oui, mais ça va revenir. Cette histoire de consigne, moi j'ai entendu des fabricants de jeans nous dire « Moi mon jean il est consigné, demain on le ramène, je recycle le coton et j'ai pas besoin d'importer mon coton de l'autre bout du monde. » Oui, bien sûr que ça va revenir. Ouais. Et puis il y a d'autres applications industrielles, par exemple le tri sur les métaux. On peut trier. Et le tri aussi sur la salade pour vérifier qu'il n'y a pas de limaces dans la salade. Donc Tomra fait les machines pour ça. Il trie nos salades, ouais. Tomra aussi, c'est incroyable. Société norvégienne, bien sûr. Une autre société, c'est une valeur moyenne néerlandaise qui s'appelle Axel, qui est le leader européen de la vente de vélos sous différentes marques. Plus d'1 million de vélos vendus en Europe par an par Axel. Donc évidemment, cette thématique du vélo, je n'ai pas besoin de l'expliquer, elle se développe fortement, d'autant qu'il y a les incitations fiscales pour les vélos électriques et que les entreprises développent soit les livraisons à vélo, soit des flottes pour leurs salariés. Non mais la question c'est, est-ce qu'on va, nous, en tant que particuliers, les acheter nos vélos demain, ou est-ce que ce sera l'économie de l'abonnement là, qui prendra aussi le relais à un moment, ou est-ce qu'on voudra être propriétaire quand même de ces objets c'est peut-être l'économie de l'abonnement, mais en fait, Axel est aussi impliqué dedans. Pour eux, c'est pas grave que vous soyez abonné ou que vous l'ayez acheté, c'est du business pour eux. Est-ce que c'est un thème qui est cher ? Souvent, les thématiques, et on comprend, sont les thématiques de croissance, des méga trends. Je ne sais pas comment vous mesurez la cherté de votre fonds aujourd'hui, Laurent ? J'ai envie de faire des commentaires généraux sur la cherté de la bourse. Le premier commentaire, c'est qu'on est dans un environnement inédit. Il est de bon ton aujourd'hui de dire que la valorisation des actions est quasiment revenue à son niveau pré-crack 2001, valeur Internet. La différence, c'est la politique monétaire.
qui va rester quand même extraordinairement accommodante. On a beaucoup de visibilité là-dessus. La deuxième chose, c'est le surplus d'épargne accumulé par les ménages, y compris sous forme de chèques qui leur ont été versés aux États-Unis et qui, en fait, sont réinvestis partiellement dans la bourse. Puis la troisième chose, c'est la déformation de l'univers boursier. Les fameux FANG, ces grandes sociétés technologiques américaines, Facebook, Amazon, etc., représentent une part du paysage boursier de plus en plus importante. Ces sociétés en instantané sont très chères, mais elles ont des perspectives de croissance. On a vu les résultats il y a quelques jours qui sont phénoménales. On a des hausses de 50% des résultats par an. Ce sont des sociétés qui gagnent de l'argent, ce qui n'était pas le cas en 2000. Donc je ne suis pas absolument convaincu par cet argument général de la cherté de la bourse. Et puis, à côté de ça, comme j'ai essayé de le dire, le fonds est assez mixte. Donc, on a aussi dedans des valeurs cycliques. Saint-Gobain, ça se paye 12 fois ses résultats. C'est pas monstrueusement cher dans un contexte d'accélération, justement, de la rénovation thermique des bâtiments. Donc, je crois pas qu'il y aura un krach boursier uniquement sur une raison de valorisation. C'était même pas la question. Non, mais pour vous, effectivement, c'est pas, ce thème n'est pas plus cher que, peut-être même moins cher que ce qu'on peut trouver ailleurs dans le marché. Après, on fait notre travail sérieusement comme tout le monde. J'ai 2 analystes qui travaillent avec moi, qui valorisent les sociétés, qui fixent des objectifs de cours, et je vends des positions quand elles nous paraissent trop chères. Bon. Et on terminera là-dessus, mais je ne voulais pas en faire le thème central de l'interview. Bon, filtre ESG, label ISR, j'allais dire, évidemment, quand on est sur le thème de la Smart City, ça paraît une évidence. Vous avez tout résumé, évidemment. Et je dirais qu'on a sélectionné à peu près 2500 sociétés, parce qu'il y a des secteurs qui sont exclus. On ne va pas investir dans les banques, on n'investit pas dans le tabac ou dans le charbon. Après, on a exclu des sociétés, et ce qu'on a mis en place, qui est peut-être un peu plus original, c'est qu'on a mis en place une méthodologie interne. Donc, on a un filtre interne qui m'a permis de me cultiver sur l'ISR, qui était... c'est très important que les analystes ou les gérants fassent eux-mêmes ce processus ISR. Un modèle interne. Voilà. Ça ne dépend pas juste du rating des agences extra-financières essentiellement américaines. Sinon, on vit pas les choses soi-même, on comprend pas en fait. Merci beaucoup Laurent. Merci de nous avoir éclairé un peu sur ce thème de la Smart City. Je dis un peu parce qu'on a essayé de faire les choses en 10 minutes, mais c'est un thème profond, large, un thème structurel effectivement, voilà, porté par ce fonds, ce FCP CITIC chez Sofidy que vous gérez. Laurent Saint-Aubin, gérant action chez Sofidy, avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.